Bonjour et bienvenue à ce Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir Monsieur Yvon Chouinard. Bonjour Yvon. Bonjour Marie, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Yvon est coach exécutif et chef de pratique pour le groupe Posé de Montréal, où il accompagne autant les cadres supérieurs que les professionnels dans leur développement. Il est spécialisé en mentorat et à ce titre, il contribue à l'implantation de programmes de mentorat dans les organisations, en plus de former les mentors et les mentorés. Il travaille également avec les organisations pour assurer le transfert des connaissances critiques. Il est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec et coach professionnel certifié par l'International Coach Fédération. Il a d'ailleurs été président du CF Québec de 2011 à 2013. Il est également président du comité veille et recherche de l'Association québécoise de co-développement professionnel du Québec, en plus d'être membre du conseil d'administration de Mentorat Québec. Il a écrit plusieurs dizaines d'articles sur le leadership, la gestion, la recherche en coaching, le co-développement et le mentorat. Il prononce régulièrement des conférences sur ces sujets, dont celui de gestionnaire coach. Il est co-auteur avec Mme Nicole Simard d'un ouvrage intitulé « Impact, agir en leader » paru aux éditions Quentin en 2016. Dans le cadre de cette entrevue d'une durée de 20 à 30 minutes, nous parlerons de la présence des dirigeants et des gestionnaires dans le monde du travail et des organisations. Nous aborderons les thèmes de charisme, d'authenticité et d'image. Nous échangerons sur l'importance de savoir mesurer et gérer son impact dans les organisations d'aujourd'hui et de demain. Alors, encore une fois, bonjour Yvon. Bonjour. Yvon, pour commencer, est-ce que tu accepterais de nous parler de ton parcours professionnel? Alors moi, j'ai eu une carrière de 35 ans presque à l'intérieur d'un seul groupe, le groupe de Power Corporation du Canada, où j'étais vice-président exécutif du secteur des communications, donc radio, télévision, journaux. Et les 5 dernières années de ma carrière, je les ai passées en capital de risque, surtout en technologie et en biotechnologie, avant de prendre ma retraite. Lorsque j'ai pris ma retraite, je cherchais vraiment quelque chose que je pourrais faire et qui pourrait mettre à profit ce que j'avais appris durant ma carrière, mais aussi qui me permettrait de demeurer actif dans le monde autant des affaires que des organisations. Et c'est alors que j'ai découvert le coaching. En fait, on m'a proposé de devenir coach exécutif. Et depuis ce temps, je travaille avec des dizaines et des dizaines de cadres supérieurs, donc surtout dans les grandes organisations. Et en cours de route, j'ai découvert aussi le mentorat, le co-développement, donc d'autres formes d'accompagnement qui sont aussi utiles, même complémentaires, pour aider les gens à non seulement apprendre de nouvelles choses, mais à mieux performer et à se sentir mieux également dans leur rôle. Alors voilà ce qui résume un petit peu ma carrière. OK. Et donc, tu viens d'écrire un livre avec Mme Simard. Pourquoi le livre, tu l'as appelé « Impact, agir en leader » ? Oui, en fait, le livre Impact, c'est un titre qui s'est presque imposé dès le départ parce que
l'objectif du livre, c'était de parler du leadership physique. Et c'est un thème qui n'a pas été beaucoup abordé. En anglais, quelques ouvrages qui parlent de ce leadership qui est comme la manière dont les leaders sont perçus par leur seule présence physique. Et c'est un mot aussi qui revenait souvent lorsqu'on me demandait d'accompagner des cadres supérieurs et des gestionnaires. On me disait, bon, on aimerait ça qu'il améliore son impact ou qu'il améliore son impact. Alors, c'est de là que vient le mot impact vraiment. Et agir en leader et non pas agir comme un leader, parce qu'on ne peut pas simuler le leadership. Par contre, il y a une manière d'être un leader et d'avoir de l'impact. Et ça, c'est le résultat vraiment d'un sondage qu'on avait fait auprès d'une centaine de personnes, surtout des gestionnaires que nous connaissions, pour leur présenter quelques titres, et c'est celui-là qui est vraiment ressorti. Et d'ailleurs, c'est le sondage aussi qui nous a donné des sous-titres comme inspirer, influencer et toucher. OK. Et dans ton livre, tu parles de la présence. Donc, ce que je comprends, c'est est-ce que, bon, j'aimerais ça que tu nous parles déjà, qu'est-ce que la présence? Aussi, tu nous parles que ça peut se développer, alors qu'on élabore un petit peu là-dessus. Et je me questionne aussi, est-ce que c'est différent du charisme? Ouais, la présence, c'est quelque chose qu'on ressent lorsqu'on est en présence d'une autre personne. Et juste pour vous donner un exemple, si vous allez au théâtre, par exemple, il y a des comédiens qui arrivent sur scène et on sent tout de suite leur présence. Il y en a d'autres, c'est comme si ils n'étaient pas là, ou si, en fait, on ressentait pas qu'ils vibrent à une chose, à une passion, à leur personnage. Et je me souviens d'un article d'une journaliste de la presse qui avait fait une entrevue avec l'acteur Russell Crowe, qu'on a vu dans Un homme d'exception, dans Le Gladiateur. Et avant de parler de l'entrevue, elle commence d'ailleurs son article avec le fait que Russell Crowe semblait comme habiter toute la pièce par sa seule présence. Alors, il y a des gens comme ça, Brian Mulroney, Bill Clinton, Barack Obama, ont cette qualité de présence. Et on connaît tous des gens dans notre environnement, des hommes et des femmes, qui occupent l'espace. Et plus que ça, on veut être dans leur espace. Et dans notre livre, on parle de cette étude qui a été réalisée concernant les pianistes lors de compétitions internationales. Et il y a une étude qui a été faite par un professeur anglais qui dit que le meilleur indicateur du succès lors de compétitions, ça ne tient pas seulement à leur talent d'interprète, mais surtout à leur capacité de communiquer leur passion à travers leur langage non verbal et leur expression faciale. Et au Québec, on a un pianiste, Charles-Richard Abney, qui a terminé deuxième en 2015, si je me souviens bien, à la dernière compétition Chopin à Varsovie. Il représente bien ça. En fait, c'est un grand interprète, mais il transmet aussi la musique à travers son corps. Et on le sent habiter complètement et il nous transmet ce qu'il ressent. Alors, parfois, il faut avoir aussi des exemples, des contre-exemples de personnes qui ont un peu de difficulté à avoir de la présence. Et le président français, François Hollande, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficulté à avoir une bonne présence. Alors, on en voit évidemment dans nos organisations en politique des personnes qui passent presque inaperçues ou, en fait, qu'on sent non présents. Et c'est une chose qui est difficile à développer, mais on peut y arriver. Et Amy Cuddy a écrit tout un livre sur le sujet qui s'appelle Presence. Donc, je pense qu'il faut d'abord s'observer. Il faut surtout aller chercher du feedback de personnes en qui on a confiance. Et si on doit participer à une rencontre, par exemple, se demander comment est-ce qu'on veut se présenter, comment est-ce qu'on veut être perçu, et prendre les dispositions physiques pour y arriver. Tout à l'heure, Marie, tu parlais du charisme. Et souvent, on dit ça, bon, il y a des gens qui ont un charisme naturel, mais le charisme, c'est la qualité ou les qualités d'une personne qui va séduire, qui va influencer, qui va même nous fasciner, soit par son discours, par ses attitudes ou par son tempérament. Alors, c'est un peu plus large que la présence comme telle, mais nécessairement, les gens qui sont charismatiques ont automatiquement de la présence. Mais ils peuvent utiliser leur charisme pour les mauvaises raisons. On peut penser, par exemple, à tous ces gourous des sectes qui ont eu une influence très néfaste sur bien des personnes. Et donc, le charisme, il faut
il faut faire attention. Mais en organisation, on ne demande pas aux gens d'être charismatiques. On leur demande tout simplement d'être présents aux autres, d'être présents à eux-mêmes et qu'on le sente. Hmm. Ça répond à ta question, là. Oui, tout à fait. Puis là, je me dis, mais si on devient trop conscient d'une certaine façon de notre présence, de nos comportements, de nos gestes, est-ce que notre authenticité n'en souffre pas d'une certaine façon? En fait, c'est une grande préoccupation des cadres, de certains cadres avec qui je travaille en coaching. Ils ont peur de perdre ce qu'ils appellent leur authenticité et même, j'ai l'impression parfois, leur identité. Mm. Alors, l'authenticité, je pense que c'est un terme qui est assez mal compris puis qui est même galvaudé dans certains cas. C'est comme si d'être authentique, c'est de dire tout ce qui nous passe par la tête quand ça nous chante, de ne pas s'ajuster par rapport aux gens qu'on rencontre ou aux situations dans lesquelles on se trouve. Alors, être authentique, selon moi, c'est pas toujours nécessairement une qualité si ça nous coupe des autres ou si ça nuit à notre carrière. Par exemple, on espère qu'un président, bon, vous êtes dans une organisation, votre président, se comporte comme un président devrait le faire. Évidemment, si je suis président d'une firme de technologie où le ton est plutôt informel, le décorum est différent de celui qui entoure, par exemple, le président d'une banque. Mais récemment, j'entendais quelqu'un qui me parlait de son président qui avait fait un discours, qui avait présenté une conférence lors d'un événement. Et pour paraître sans doute un peu plus sympathique, il avait utilisé quelques jurons dans son discours. Et le cadre m'a dit qu'il était déçu. Il dit, j'étais déçu de mon président qui se sente obligé de faire ça. Parce que, il me semble que ça n'a pas l'air d'un président d'utiliser des jurons dans un discours, dans une conférence. Peut-être un autre exemple. Parfois, en anglais, on dit, bon, dress for your next job. Et donc, si vous voulez devenir vice-président, par exemple, ou vice-présidente dans une organisation, il est probable qu'on va vous nommer éventuellement parce qu'on pense que vous avez déjà l'air d'un vice-président ou d'une vice-présidente. Alors, les diplomates sont des bons exemples de personnes qui ne perdent pas leur authenticité. Et l'authenticité, c'est intérieur, en s'ajustant aux gens qu'ils rencontrent, des gens de différentes cultures, d'autres pays, qui ont d'autres intérêts également. Alors donc, moi, je pense que notre authenticité ne souffre jamais de se mettre en position de mieux interagir avec les autres, parce que quand on interagit avec les autres, c'est pas nécessairement à propos de soi, c'est à propos justement des autres avec qui on interagit. Je pense que ceux qui disent, bon, prenez-moi comme je suis, c'est pas du tout une stratégie gagnante dans les organisations. En fait, ça peut même être perçu comme un manque de respect pour les autres. D'accord, c'est intéressant. Et si on aborde le thème de la présence exécutive, en quoi, d'une certaine façon, est-ce que c'est important dans le monde du travail et des organisations? Est-ce que c'est la même chose que l'image? On va voir qu'il y a une partie d'image dans la présence exécutive, mais c'est une très petite composante de la présence exécutive. Alors, la présence exécutive, disons que c'est plus complexe que la seule présence. Parce qu'on parle d'un environnement corporatif ou organisationnel ou culturel même, où il y a des attentes qui sont liées à ce que vous faites. Donc, la présence exécutive, c'est composé de trois choses. En fait, il y a le caractère de la personne. Donc, les qualités fondamentales du leader comme personne par rapport à son identité. Et c'est ce qui va amener d'ailleurs les autres à lui faire confiance. Donc, on fait confiance au caractère de cette personne-là. Il y a aussi la substance, en fait, qui sont les qualités cultivées en cours de route qui amènent quelqu'un à être un peu plus mature. Donc, ça va inspirer l'engagement, ça va éclairer aussi l'action de ce qu'il faut faire dans une organisation. Et ça peut amener les autres même à dire, OK, je vais me dépasser vraiment pour accomplir ce que notre leader demande ou ce que cette personne-là nous demande de faire. Et finalement, bon, il y a l'aspect style. Hein? Donc, caractère, substance, mais aussi... Je n'ai pas compris. Finalement, il y a quoi, l'aspect? L'aspect style, hein, en fait, hein?
Donc, caractère, substance et aussi le style, Ah, le qui est style. OK. le style, bon, c'est un peu comment je communique, hein, comment je vais façonner ma performance. Parce que si je reviens un peu sur le caractère, on va y retrouver, par exemple, l'authenticité. Bon, est-ce que la personne a l'air de bonne foi? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est vraie, cette personne-là? Donc, aussi l'intégrité. Donc, est-ce que mes paroles et mes actes sont cohérents? Donc, est-ce que je vais agir fidèlement par rapport à mes valeurs, à mes convictions? Je vais aussi me soucier des autres. Hein. Donc, c'est pas juste par rapport à moi, c'est par rapport aux autres. Donc, je vais m'intéresser aux autres. Hein. Il y a aussi dans l'aspect caractère la retenue. Donc, quelqu'un qui est calme. Les capitaines dans les avions, ils parlent toujours d'une voix posée, calme. Les leaders ont tendance à être relativement calmes. Donc, c'est des gens qui se retiennent. Et quand il y a une tempête sur un bateau, on aime ça que le capitaine a l'air calme parce qu'il a l'air de savoir quoi faire. Hein. Il y a aussi une partie d'humilité. Et l'humilité, là, c'est surtout de savoir, bon, c'est quoi mes forces et c'est quoi mes lacunes. Quand on regarde la substance de la personne, on regarde la personne qui est devant soi, puis on dit, bon, est-ce qu'il y a une certaine sagesse dans cette personne-là, mais une sagesse, je dirais, pratique, c'est-à-dire le bon jugement. Est-ce que la personne a l'air sûre d'elle, dans ses prises de décision, dans l'action? Est-ce qu'elle est aussi calme? Donc, dans la substance, la personne elle a prouvé qu'elle pouvait demeurer calme dans une situation de crise. Encore une fois, on va parler de la résonance. Dans notre livre, on en parle hein, de la résonance qu'on peut avoir avec les autres. Donc, on n'est pas en dissonance avec les autres, on est en résonance. Et on a aussi comme une vision, on va inspirer les autres par ce qu'on pense qu'on peut accomplir ensemble. Finalement, le style, c'est d'abord l'apparence. Hein? Et j'en parlais tantôt du président. Bon, est-ce qu'il a l'air d'un dirigeant qui est en possession de ses moyens et qui agit en conséquence? Ça peut passer par même la façon dont on s'habille. Et ça, en coaching, on en parle parfois de, OK, on s'habille comment quand on est vice-président dans cette organisation-là, parce que ça varie d'une organisation à l'autre. Et dans le style, on va regarder également, bon, est-ce que j'implique les autres? Est-ce que je suis interactif? Est-ce que je promeux un style qui permet aux autres de s'exprimer également en interactivité? Et est-ce que j'ai une bonne assurance? Donc, avoir de l'impact, c'est beaucoup avoir de la présence exécutive. Et plus vous montez dans la hiérarchie d'une organisation, ou plus on vous donne de responsabilités corporatives, donc c'est pas nécessairement toujours d'un échelon à un autre, hein, mais plus votre crédibilité est en cause, plus on se demande si vous êtes quelqu'un de crédible, et c'est la présence exécutive qui va déterminer votre crédibilité en général dans les organisations. Et dans ton livre, même, je lisais un passage où tu parles du ton de la voix, des impressions que la voix génère. Et là, la voix, c'est quand même quelque chose qui nous paraît relativement naturel, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'impact de sa voix, par exemple? Oui, en fait, c'est une question délicate, mais je ne sais pas si tout le monde a entendu l'expression « la voix est le reflet de l'âme ». C'est une métaphore qui peut être un peu troublante si on met ça dans le contexte organisationnel ou des compagnies, mais c'est pas loin de la vérité. Et heureusement, il y a toutes sortes de façons d'améliorer sa voix. Parfois, c'est simplement de ralentir son débit. Il y a des gens qui parlent très vite et en coaching, c'est quand je le réalise que les gens parlent très vite, je comprends que ça peut diminuer leur crédibilité parce qu'ils ont l'air un peu comme pressés, paniqués. C'est pour ça que les pilotes d'avion parlent toujours d'une voix calme, lente, hein, parce que ça rassure, en fait. Hein. Donc, on peut commencer à travailler là-dessus si on parle vite, par exemple. Mais on peut diminuer aussi, par exemple, la hauteur de sa voix d'un ton. Et ça s'applique surtout aux femmes, mais il y a certains hommes dont ce qu'on appelle le pitch est un peu trop élevé. Donc, on peut diminuer d'un ton ou même un peu plus la hauteur de sa voix. On peut même améliorer son timbre de voix.
Et ça se travaille avec des professionnels. Mais dans certains cas particuliers, c'est sûr que c'est pas possible. Hein, si on a eu, par exemple, une carence hormonale à l'époque de l'adolescence, ça se peut que notre pitch soit un peu plus élevé. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec ça. Une malformation également au niveau buccal, ça peut arriver. Mais si on prend un exemple comme Margaret Thatcher, et on en parle, je pense, comme exemple dans le livre, qui est l'ancienne première ministre de l'Angleterre, qui avait un ton de voix relativement élevé lorsqu'elle a débuté sa carrière en politique. Et elle a travaillé beaucoup avec un professeur de théâtre à Londres, ce qui lui a permis de réduire d'environ 1,5 ton la hauteur de sa voix. Donc, si on écoute Margaret Thatcher au début de sa carrière politique et plus tard, on voit qu'il y a une grande différence. Et j'ai l'impression que Hillary Clinton a fait la même chose. Donc, le timbre de voix, par exemple, comme avoir un ton nasillard, c'est plus difficile à travailler. Mais il est possible de replacer les sons dans la cavité buccale. Et quand on comprend ça, les comédiens le font, ils le pratiquent. Hein? Donc, on pourrait réduire le ton nasillard. Parfois, par exemple, les gens me parlent de ma propre voix. Bon, moi, j'ai eu le bonheur de faire du théâtre dans ma jeunesse, de participer à des concours d'art oratoire et finalement faire de la radio et de la télévision. J'ai donc travaillé avec des professeurs qui m'ont aidé à placer ma voix. Puis d'autre part, mon père avait une voix assez profonde. Alors, ce qui m'amène à dire parfois qu'on hérite de la voix de nos parents par simple imitation. Donc, je connais quelqu'un dont le père avait une voix nasillarde, lui aussi a une voix nasillarde. Et c'est purement par imitation que ça a été acquis. Je suis certain que cette personne-là, si elle le voulait, pourrait modifier sa voix, son timbre de voix et avoir une voix moins nasillarde. Donc, la voix, c'est un peu le reflet de qui on est. Et je dis pas que c'est tout, là, mais c'est un des éléments de la présence, c'est un des éléments de son impact. Alors, si vous écoutez, par exemple, Barack Obama, c'est assez extraordinaire, en fait, comment il utilise sa voix selon les circonstances pour communiquer et pour avoir de l'impact. Je pense que c'est un des plus beaux exemples au monde là, de quelqu'un qui a maîtrisé sa voix au point où il en fait un instrument de motivation, d'inspiration et de communication. Et il me vient une question parce que je t'ai entendu un petit peu plus tôt dire, ça arrive surtout chez les femmes. Je vais essayer de le baisser, là, le ton de ma voix, voir. Mais on dit que ça arrive plutôt chez les femmes, puis il y a comme une recherche de vouloir baisser le ton dans ce que tu dis. Alors, peux-tu juste me dire, c'est quoi pourquoi un ton grave est plus apprécié qu'un ton plus aigu? Je veux dire, Oui. Ben, en fait, ça fait partie presque de notre culture aujourd'hui. Parce que c'est vrai, il y a eu des époques où on aimait mieux les voix hautes. Et si on regarde au début du 19e siècle, du 20e siècle, en fait, il y avait au cinéma, il y avait des actrices avec des voix nasillardes, et puis bon, ça ne dérangeait pas jusque même dans les années 50. Hein. Et il y a un phénomène qui est arrivé au cours des années où on a commencé à apprécier, je pense que c'est avec le développement des appareils sonores, en fait, pour écouter de la musique. Si on écoute, par exemple, la musique aujourd'hui comparée à la musique des années 50, il y a beaucoup de basses dans les musiques. Écoutez, certaines des chansons de Céline Dion, il y a tout le temps comme un son de basse continu, en fait, dans les chansons. Et si vous allez au cinéma, on essaie de vous faire vibrer avec des basses. Le meilleur exemple, c'est le film Inception, qui a débuté, je pense, en fait, cette mode-là au cinéma, où il y a, vous savez, les longues flûtes là, qui existent dans les Alpes, où on se communiquait d'un village à l'autre. En fait, c'est l'usage, je pense, qu'on en faisait à l'époque. Mais c'est des sons très bas. Donc, ça crée des vibrations. Et comme être humain, on vibre tout le temps. Et Tesla l'a démontré, l'univers est fait de vibrations, d'ondes. Donc, vous écoutez un chanteur et une chanteuse et tout à coup, c'est pareil comme si vous entriez en vibration. Alors, et ça arrive surtout dans les sons de basse. Si on entend, par exemple, les voix basses russes, il y a des régions de la Russie où on a développé ces voix-là.
Et c'est assez impressionnant parce que, puis, en fait, les moines bouddhistes pratiquent ça également, c'est les bases, un peu comme tu faisais tantôt, là. Tu peux comme réduire la hauteur de ta voix et on entre un peu en vibration. Alors, donc, et il y a des études qui ont été faites récemment, en tout cas au cours des dernières années, qui démontrent que effectivement, les gens sont plus touchés par les voix plus basses que les voix élevées. Ah, OK. Bon, ben, coudonc. Alors, je vais m'exercer. Yvon, dans ton livre... Non, mais je pense, écoute, Marie, je pense que, par exemple, toi, tu as une voix de femme normale. Hein? Et puis, il y a des gens qui ont tendance, sous la pression, à augmenter la hauteur de leur voix. Et c'est ça qui va déranger le plus. Hein? Ah, OK. Ça arrive aux hommes aussi. Ça arrive autant aux hommes qu'aux femmes. Mais les femmes sont plus susceptibles. En fait, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a un médecin français qui a évalué que, en fait, les hommes, la première chose qu'ils entendent, c'est leur voix. Et lorsque ils entendent quelqu'un qui a une voix trop élevée, leur oreille a de la misère à s'habituer à ça et ils vont même arrêter d'écouter. Alors, je vous dis, dans certains comités de direction, il y a des hommes qui arrêtent d'écouter certaines personnes parce que la voix est trop haute. Juste en passant. Donc, c'est important de le savoir. Oui. Dans ton livre, tu fais aussi référence au fait que les gestionnaires et les leaders sont toujours observés dans leur environnement. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai pour tous les gestionnaires? Oui. Dès qu'on devient le patron d'autres personnes, que ce soit une personne, 25, 100 ou 30 000, vous êtes toujours observé. Et ça se comprend parce qu'au travail, on prend nos signaux de nos patrons. Et Jake Unger, qui est un expert en leadership, c'est un ancien professeur de McGill, sans doute le meilleur professeur que j'ai jamais vu. Lui, ce qu'il dit, c'est que comme patron, vous êtes supposé savoir quoi faire. Alors, moi, je vais suivre mon patron. Donc, je prends toujours mes signaux de mes patrons, donc je l'observe. Mais je vais aussi essayer de lire votre langage non verbal pour savoir si je suis dans le trouble ou non. Si mon patron n'a pas l'air de bonne humeur avec moi, je vais me poser la question, est-ce que je suis dans le trouble? Je vais aussi vérifier si c'est le bon moment d'aller lui parler. Bref, ma vie dépend beaucoup de mon patron. Et le patron, c'est très souvent la deuxième personne la plus importante dans notre vie. Et dans d'autres cas, c'est la personne la plus importante. Et les gens en parlent le samedi soir au souper de famille de ce qui est arrivé avec leur patron au cours de la semaine. Donc, comme patron, j'ai pas besoin de parler même pour émettre des vibrations négatives dans mon environnement ou des vibrations positives aussi. Et la PDG de PepsiCo, femme extraordinaire, Indra Nooyi, a déjà dit que la manière dont un PDG se projette dans son organisation va déterminer beaucoup l'humeur de cette organisation-là. Donc, en sachant ça, je peux créer un impact désirable dans mon organisation. Et si nos employés nous ont à l'œil, c'est aussi vrai de nos patrons. Alors, donc, moi, j'ai toujours un patron, donc nos patrons nous observent aussi tout le temps. Et bien sûr, cette observation-là, ça se fait également dans la manière dont on rédige un courriel ou le ton de la voix qu'on emprunte pour dire quelque chose. Et donc, le ton de la voix, on revient un peu à ce qu'on disait tantôt, ça a un impact considérable. On a fait une expérience où on donne du feedback à des gens et on utilise un ton de voix monotone, puis c'est un feedback positif. Et les gens en ressortent en pensant que c'est un feedback négatif. Donc, tout est dans l'énergie, tout est dans la manière dont on se projette dans notre environnement. Pour terminer, Yvon, parce que le temps vraiment passe très, très vite, là, pour terminer, est-ce que selon toi, l'importance de mesurer puis gérer son impact est plus grande dans les organisations d'aujourd'hui, puis même dans les organisations de demain, qu'elle ne l'a été dans le passé en général? En fait, à mon avis, absolument. Absolument. Parce qu'on vit maintenant dans un monde qui est axé sur le visuel. Les jeunes générations en particulier ont appris à interpréter très rapidement des situations visuelles complexes avec les jeux vidéo. Donc, dans une fraction de seconde, ils sont capables d'appuyer sur tel bouton pour avoir telle réaction.
Donc, ils sont devenus des experts en lecture visuelle. Et aujourd'hui, si on y pense bien, on vit entouré d'images. Et regardez, je sais pas, le journal La Presse Plus, hein, ce n'est plus un journal d'articles, il y a des articles, mais essentiellement, c'est un journal d'images. Donc, les managers font partie de ces images quotidiennes que les collaborateurs, les collègues, les supérieurs interprètent en quelques secondes, si ce n'est pas parfois en fractions de secondes. Et la tendance s'accentue présentement. Donc, les présentations PowerPoint avec beaucoup de texte, ça disparaît graduellement. Il faut maintenant arriver à communiquer nos messages avec quelques mots, des images qui vont tout dire. Et ça prend de la pratique, il faut le développer. Donc, il faut maintenant condenser des contenus dans un titre. Les infolettes sont qu'on reçoit électroniquement sont des bons exemples de la manière dont les gens accueillent l'information. Si je prends, par exemple, l'infolette de Harvard Business Review, il vous envoie à chaque jour 5 titres avec une courte description et dans une fraction de seconde, vous décidez, OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, et vous passez au courriel suivant. Donc, la décision de lire ou non une information se prend en quelques secondes et parce qu'on est inondé d'informations, donc on est obligé de faire des choix rapidement. Et c'est sûr que l'image est une façon rapide de comprendre une information importante. Donc, le cerveau s'adapte graduellement et je suis pas certain, en fait, qu'il y a 25 ans, on aurait eu un intérêt pour ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est crucial de communiquer de cette manière dans les organisations. Bon, ben écoute, Yvon, le temps passe, donc je suis obligée de mettre fin à cet entretien, mais on aurait pu encore parler longtemps. Vraiment, je te remercie sincèrement pour ta participation à ce télésommet. Je trouve que cette entrevue nous éveille, dans le fond, sur des dimensions qui sont beaucoup plus subtiles au niveau du leadership quand on parle de présence et d'impact. Ça nous permet d'une certaine façon d'en démystifier les différentes facettes. Et puis, bon, ben, écoute, c'est quand même encourageant. On voit que ça se cultive et du moins aussi, dans un premier temps, en y portant attention. Alors, merci encore pour ta participation. Pour tous ceux et celles qui souhaitaient en connaître donc davantage sur les réalisations d'Yvon, sur le courriel d'invitation que vous avez reçu là, pour assister à l'entrevue, je vous ai mis un lien avec son site web et aussi un autre lien avec une présentation de son livre. Yvon, est-ce que tu veux juste nous rappeler l'adresse de ton site web? En fait, c'est www.groupeposé avec un z.com. Alors ça, c'est le site de mon travail comme coach exécutif. Mais c'est sûr que pour le livre, vous allez le trouver sur Amazon, à Renaud-Bré ou les libraires du Québec. Hein. Alors, il s'agit d'entrer Impact, agir en leader et tout de suite, vous allez avoir accès au livre pour le commander si vous le désirez. Parfait. Alors, merci à tous de l'intérêt porté à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Souhaitant vous retrouver tout le monde dans de futures entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci. Merci Yvon. Merci Marie. Au revoir. Au revoir.